pas tous en même temps. Le premier là-bas a levé la main. Ton prénom? Rémi. Chaque personne qui installe chaque personne demande et certifiée qui installe sur son poste le client, le serveur, le nœud. Oui. Tu peux montrer la vue réseau, s'il te plaît, César? C'est-à-dire? Oui. Tu vas dans Network. Je ne sais pas si cette personne simplement stoppe son service. Est-ce qu'il y a un impact direct sur la donnée? Et deuxième question, on peut mettre en français. Oui, tu peux mettre en français, mais. Ether, récemment, il y a encore 50 millions de dollars qui ont été volés. Comment est-ce qu'il y a une vraie garantie de la sécurité de cette monnaie? Alors. Parce que c'est le même concept, hein, c'est du blockchain aussi. Dans quelle monnaie Ether. Ether. Oui, parce que j'ai parlé du Bitcoin, mais il y a plein d'altcoins, il y a plein d'autres monnaies. Alors, comment la sécurité est garantie? Alors en fait, c'est un principe c'est un algorithme de chiffrement asymétrique. Quand vous créez un compte dans la monnaie, vous choisissez une phrase de passe qui doit être solide. Évidemment, donc moi je vous conseille, j'en parle sur mon blog, je vous conseille une phrase de passe type dice aware, c'est-à-dire vous utilisez des dés, il vous faut 5 dés. Vous lancez des dés et il y a un dictionnaire de mots aléatoires et faciles à retenir. Et la meilleure manière de sécuriser votre monnaie, c'est que votre phrase de passe elle soit seulement dans votre tête. Parce que si vous la notez quelque part, avec quelqu'un sur le papier, il pourra prendre votre monnaie. Donc, ce qui est garant de la. En fait, quand vous créez un compte, vous créez deux clés, une clé privée et une clé publique. La clé privée, nous on utilise un algorithme de théorie des graphes. La clé privée, elle est régénérée, la clé publique aussi, à chaque fois que vous tapez votre mot de passe dans un client. Donc ce qui garantit que vous ne faites pas voler votre monnaie, c'est votre phrase de passe. Si quelqu'un la trouve, évidemment, il pourra vous en voler. Ensuite, chaque fois que vous envoyez de la monnaie à quelqu'un, c'est signé numériquement avec votre clé privée. Donc, quelle que soit la... Je ne connais pas la monnaie Ether, je ne connais pas son protocole, mais je connais Bitcoin. Et je sais que sur Bitcoin, il n'y a jamais eu de tricherie. Les seuls vols qu'il y a eu, c'est des gens qui se sont fait dérober leurs clés. Mais c'est comme si on vous vole vos clés de votre appartement, de votre maison, ben on pourra prendre tout ce qu'on veut dans votre maison. C'est pareil pour la monnaie. C'était sur l'histoire du DAO ou un truc comme ça, sur Ether. Oui. Du coup, Ether, c'est différent, c'est une blockchain aussi, mais il n'y a pas que de la monnaie dessus. Il y a on peut mettre des programmes sur c'est ce qu'on appelle des contrats intelligents. C'est pas de la monnaie Ether, attention. Oui, oui. C'est pas que de la monnaie. Et là, en particulier, en fait, c'est un contrat, c'est un programme qui tourne dessus. Et là, le bug n'était pas dans la blockchain, elle était dans le programme qui a été installé sur la blockchain. Bitcoin, ça fait plusieurs années que ça fonctionne et il n'y a pas eu de problème majeur dans la sécurité de la blockchain elle-même. Donc ça, D'unitaire, c'est pareil. D'unitaire, c'est inviolable, mais évidemment, il vous faut la seule violabilité possible, c'est si on vous fait dérober votre clé. Mais ça, c'est vous qui en êtes le seul garant. Et pour la question du réseau peer-to-peer, votre nœud devient down d'un coup, il s'éteint. Comment marche BitTorrent? Vous partagez un fichier, puis votre nœud s'éteint. Ici, c'est pas gênant, en fait, parce que tous les nœuds dans l'unitaire comprennent tous une copie du grand livre de compte commun qu'on appelle blockchain. Donc si votre nœud s'éteint, tous les autres possèdent la même copie, en fait. Donc c'est pas grave. Il peut s'éteindre à n'importe quel moment. Et aussi, quand vous faites une transaction, le client il n'envoie pas la transaction à un nœud. Il envoie par exemple 10 nœuds, qui vont eux-mêmes le transmettre à quelques nœuds. Donc si votre nœud s'éteint en étant en train d'écrire une transaction, c'est pas gênant. Pourquoi? Parce qu'un nœud n'écrit pas directement une transaction dans la blockchain en fait. Il y a ce qu'on appelle des piscines. Donc là, la vue réseau ne marche pas. Normalement, vous avez la liste de tous les nœuds, mais c'est parce qu'il faut être en HTTPS, c'est pour ça. Mets-toi en HTTP. Parce que là, du coup, on voit que les nœuds qui ont le module SSL, donc on n'en voit que 2, c'est dommage. Votre nœud, s'il soumet un bloc à la communauté, puis que d'un coup, il lâche, s'il lâche pendant qu'il est en train de soumettre un bloc, il va soumettre un bloc erroné au réseau. Le bloc ne sera pas complet. Et donc le bloc va être refusé par le réseau. Donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien tourner d'uniteur en toile de fond sur votre ordinateur personnel quand il est allumé. Puis quand vous éteignez votre ordinateur, ça éteint d'unitaire, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème à ça. Il y avait une question suivante.
tu as dit tout à l'heure que c'est un générateur de monnaie libre au pluriel. Oui. Est-ce que ça veut dire que, c'est très égoïste comme question, hein, mais nous, si je reprends notre exemple, ici, dans ce lieu qu'on a créé, on est une cinquantaine de personnes à bosser, et on se pose la question de comment monétiser autrement, ou valoriser autrement les échanges qu'on a entre nous, sans passer forcément par la monnaie classique. Est-ce que ce logiciel, est-ce que cette solution comme d'unitaire pourrait nous permettre de créer notre propre monnaie? En théorie, oui. En pratique, il faut quand même des informaticiens il faut des gens pour tourner des nœuds. C'est bien d'avoir des informaticiens pour entretenir si jamais vous avez un problème. Et puis globalement, une monnaie se valorise avec son nombre d'utilisateurs. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Mais nous, on recommande que tout le monde se cale sur une seule monnaie pour commencer, sachant que vous pouvez très bien faire une monnaie complémentaire, comme les monnaies complémentaires adossées sur l'euro. Vous pouvez très bien faire une monnaie complémentaire adossée sur G1. Elle va s'appeler G1, la première monnaie libre. Enfin, G-Libre, exactement. C'est-à-dire que vous et les gens qui veulent échanger, vous créez un compte là-dessus, ou alors vous créez une association. Votre association, elle crée un compte là-dessus. Les gens qui veulent utiliser votre monnaie, ils s'inscrivent sur la monnaie libre existante, ils envoient leur unité monétaire, leur argent, sur le compte non membre de votre association, et votre association peut très bien utiliser ce compte comme fonds de garantie pour émettre ses propres billets en interne. Exactement comme une monnaie complémentaire qui a un fonds de garantie en euros et qui émet des billets. On peut faire pareil avec une monnaie libre. Vous pouvez très bien avoir un compte dans la monnaie libre, dire aux gens qui veulent utiliser votre monnaie complémentaire, envoyez de l'argent sur ce compte, c'est les membres, c'est signé, etc., donc vous savez, et vous pouvez leur donner l'équivalent dans des billets que vous aurez vous-même imprimés ou ce que vous voulez, et ça marche. Non mais l'intérêt, au-delà de faire des billets à nous, hein, c'est pas forcément ça, mais par contre l'intérêt, j'entends bien ce que tu dis sur le fait que ce serait plus intéressant qu'on soit tous sur la même monnaie libre, ça j'entends bien. Par contre, ce que tu expliquais sur la confiance, on l'a déjà ici, puisqu'on est déjà tous ensemble à collaborer, donc on est déjà un petit réseau qui se font confiance, qui se fait confiance. Exactement. Donc ça permet d'aller peut-être un peu plus vite par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, la création du réseau. En fait, c'est ce qui va se faire avec la première vraie monnaie libre. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plein de micro-toiles un peu partout. Nous, à Montpellier et à Toulouse aussi, on est déjà quelques-uns, suffisamment nombreux pour créer une toile de départ. Et donc, vous pouvez nous rejoindre et on créera une micro-toile ici. Et on pourra commencer à créer un réseau d'échange ici, basé sur Géo. Pour compléter, c'est quand même créer une usine à gaz pour une gestion d'un truc tout simple, local. Quand tu connais toutes les personnes que tu as en relation directe, tu veux me faire un sel, des carnets, des trucs, même sans billet. Et après, oui, il y a le dossier sur la monnaie, mais il y a du CO2, il y a du personnel, il faut gérer derrière. Je pense que là, le bazar que ça représente n'est pas intéressant pour un truc existant. Oui, après, d'unitaire, ça consomme que dalle. Hein. Ouais. Tu peux le tourner sur un Raspberry Pi ou une brique internet qui consomme 5 watts. Rien à voir avec les termes. Donc, non, d'ailleurs, on a vu là tout à l'heure le nom de Cédric Moreau, c'est le créateur de d'unitaire, lui, il est très écologique. Ouais, merci. C'est que quand tu as calculé le dividende universel, l'hypothèse c'est que la population n'augmente pas. Dans la démonstration que j'ai faite. Et du coup, ça donne l'attraction vers la moyenne. Elle ne peut pas correspondre puisque cette valeur va bouger tout le temps. Alors, c'est une bonne question. Il y a eu des graphes sur le forum des unitaires. On a simulé aussi la variation d'utilisateurs. D'ailleurs, on la simule sur les monnaies de test. Et on voit que, quelle que soit la variation d'utilisateurs, on a une attraction vers la moyenne, en fait. Puisque si le nombre d'utilisateurs augmente, le nombre de dividendes universels créés augmente aussi. On crée tous un DU. Donc si on est 30, là on crée 30 DU. Et si demain on est 40, on crée 40 DU. Donc chaque fois qu'il y a des nouveaux membres, il y a plus de monnaie. Oui, mais du coup c'est le 9,22 qui va bouger. Non, ça, ce taux, il bouge seulement en fonction de l'espérance de vie. C'est la question de penser là-dessus. Justement, moi, j'avais lu le bouquin, je n'avais pas compris grand-chose. J'ai un peu mieux compris l'histoire, merci. Mais c'est 22, c'est cette croissance exponentielle de masse monétaire et c'est comme une inflation, je n'arrive pas à... Alors, en fait, ça dépend ce que j'appelle l'inflation, tout est relatif. Aujourd'hui, par exemple, supposons que je paye ma baguette 1 €, sachant que je sais pas, le salaire moyen est 1 000 €. Si demain,
le salaire moyen est 1 million d'euros, je paie ma baguette 1000 euros. Pourquoi ça serait Et parce que le dividende universel croît. Donc tout le monde crée plus de monnaie. C'est une croyance, c'est un postulat de départ qu'il faut qu'il croisse. Si la monnaie ne croît pas, ce qui va se passer, c'est que ceux qui ont créé la monnaie, tu dois la créer à un moment donné. Ceux qui créent la monnaie vont être avantagés sur les générations futures. Et donc il faut que ce soit un flux. Mais si c'est un flux constant, il y a forcément une croissance constante. Non, le Bitcoin, c'est faux. Le Bitcoin... C'est comme tu peux retaper ton mot de passe. ceux qui ont créé le Bitcoin sont riches. Le Bitcoin, c'est à l'inverse, c'est décroissant. C'est une formule où on en créait beaucoup au départ et on n'en créera plus d'ici 2040. Ceux qui ont créé au début sont riches, mais non. Alors que la monnaie libre, c'est l'inverse, c'est une forme exponentielle croissante. Donc, plus on rentre, plus on crée de monnaie libre. Et c'est ce qui permet, il faudrait que je vous remonte les graphes, mais c'est ce qui permet que si nous on rentre aujourd'hui, on va créer la même part de monnaie en 40 ans que quelqu'un qui rentre dans 40 ans. Proportionnellement à la masse monétaire totale. C'est ce qui fait que tu es égaux par rapport à tes enfants et petits-enfants. Et pour être égaux par rapport à eux, il faut forcément que ça croît. Et ça croisse. Pardon. Donc là, vous avez une vue réseau pour voir un peu comment ça marche de la monnaie de test. Donc là, vous avez la liste des membres qui actuellement exécutent un nœud d'uniteur sur le réseau. Donc voilà, vous voyez, moi je suis là, j'ai 3 nœuds. Et à droite, vous avez le livre de compte commun, la blockchain, et vous voyez qui a écrit des transactions. Par exemple, là, il y a un type, il a écrit une transaction à 16h24. Et on peut cliquer, aller voir qui a fait cette transaction à qui, etc. Et on voit que ça tourne. Les avatars, vous voyez, c'est les avatars des membres, c'est jamais les mêmes. Ça tourne. Chacun écrit à son tour. C'est normal que tu puisses avoir 3 nœuds, ou c'est juste pour le test? Les deux. En fait, la difficulté personnalisée, elle n'est pas par nœud, elle est par membre. Donc en tant que membre, tu peux très bien avoir tourné 1 million d'ordinateurs, si tu veux. Mais ça ne sert à rien, tu vas dépenser de l'argent pour rien. Mais ta difficulté personnalisée, elle est limite. Donc si tu as un ordinateur à toi qui trouve un bloc, la difficulté nouvelle, elle va s'appliquer pour tes 1 million d'ordinateurs. Donc ça ne sert à rien. Après, si j'en ai plusieurs, c'est pour des tests, oui, principalement. Mais c'est aussi pour sécuriser le réseau. Nous, c'est plus le nombre de machines que... Oui, c'est ça, voilà. Donc il y a des têtes de nœuds. Il y avait Agnès d'abord et au fond après. Non, je me... Mais vas-y. Alors, au fond. Ouais. Pour se faire, pour rentrer dans le réseau, c'est quoi? C'est le nom prénom, c'est la photo, c'est on connaît du café, mais d'autres sur Facebook qui... Alors, très bonne question. Dans une monnaie libre, vous êtes libre de définir de quelle manière vous allez reconnaître vos pairs. Donc, il n'y a pas de règle. Vous voulez rentrer dans la monnaie, la vraie monnaie, il faudra que vous soyez certifié par au moins 5 personnes qui sont déjà membres. Donc le mieux, c'est de les contacter directement, en fait. Il faut connaître 5 personnes. Et c'est pour ça que la monnaie libre sera forcément localisée un petit peu, puisque quelqu'un qui connaît personne et qui veut rentrer, il va devoir rencontrer une association dans sa région qui promeut la monnaie libre pour rencontrer des gens qui sont dans la monnaie libre. Si vous connaissez personne dedans, vous ne pourrez pas rentrer, il faut être certifié par 5 personnes. Après, que vous employez comme nom, un pseudonyme, votre vraie identité, ce que vous voulez, nous on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que au moins 5 personnes ou plus vous reconnaissent. Et c'est du point de vue de ces personnes-là que ça va être important, seulement du point de vue de ces personnes-là. Au club de handball, il y en a 5 qui me connaissent, et à notre club, 5 autres, mais j'ai 2 comptes. Alors, oui, mais en réalité, 5, ça ne suffit pas. À cause de la règle de distance. Techniquement, il faudra plus 6, 7, 8, 10, ça va croître. Et deuxième chose, comme on échange entre nous, on se connaît. C'est le genre de situation qui peut se voir. Et le jour où ça se voit, tu vas être exclu de la communauté. Les gens vont plus le certifier parce qu'ils ne seront pas contents, ils seront jaloux. Donc il faudrait que tu arrives à cacher aux uns que les autres t'ont certifié sous un compte différent. C'est très difficile en fait, socialement. Donc en fait, c'est réservé à des petits lieux géographiques, c'est pas un truc mondial. Ah si, c'est un truc mondial. Bah, c'est facile de cacher. Non, c'est difficile. Quand je vais en Norvège, je sais pas où. On a testé, on a fait des simulations avec des algorithmes et on voit qu'en fait non, c'est très difficile à cause de la règle de distance justement. Après,
il y aura toujours des gens pour arriver à frauder un peu. Mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il n'y ait pas un impact important sur la monnaie. Aujourd'hui, dans la monnaie dette, vous avez des gens qui créent des milliards et ça fait une inflation énorme. Si demain, dans la monnaie libre, il y a quelques individus qui arrivent à avoir 2 ou 3 dé au lieu d'un parce qu'ils ont galéré à réussir, c'est pas grave. La masse monétaire moyenne, en gros, au lieu d'être à 1 à 100%, on va être à 99,9999%. L'impact sur nous, on va même pas le sentir en fait. Donc le but, c'est pas qu'il y ait zéro fraude possible, c'est que la fraude soit suffisamment difficile pour être très 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 limitée. Oui. Je dis que la monnaie dette actuelle a beaucoup plus de fraude. Oui, c'est ça. Il y avait une question derrière. Mais ceux qui créent la monnaie la perçoivent pas, si j'ai bien compris. Enfin, tout le monde perçoit, tous les gens du réseau perçoivent la monnaie, mais il n'y en a que certains qui la créent. Non. Créer et percevoir, c'est égal pour le dividende universel. Si je suis membre, je co-crée un dividende universel tous les jours, puisqu'on l'a rendu journalier, au rythme de 10% par an, ce qui fait 0,26% par jour, je crois, quelque chose comme ça. Et on va tous co-créer tous les jours. Le mieux peut-être, c'est que tu montres ton compte pour qu'ils comprennent. Montre dans mes opérations pour qu'on voit le dividende universel que tu as créé. Ouais, alors peut-être débranche le VGA avant de mettre. Bon, après, c'est une monnaie de test, hein, donc même si vous trouvez, ça vaut rien, je teste. Il y a assez d'entropie, je pense. C'est quoi? Ah oui, alors le G libre. Le G libre, donc c'est un G avec une brève, ça vient du théorème de Gödel. Donc voilà, là on voit que César m'a fait une transaction il y a 3 heures. Il m'a donné un demi-DU à peu près. Et il y a un jour, moi je lui ai donné 0,02 DU. Ça serait bien que dans paramètres spéciaux, tu affiches le dividende universel qu'on le voit. Le dividende universel. J'utilise l'autre client. Le dividende universel, on le co-crée. Donc chaque fois que vous le créez, vous l'avez affiché. Non, c'est pas là. C'est pas là. Ou c'est plus bas. Mais en tout cas, moi je le vois sur mon Cesium. Tous les jours, vous créez un DU. Bon, après, le lendemain, ça vaut moins. Juste parce que la date a changé. Alors, au niveau de la blockchain, justement, tout le monde peut écrire un bloc en disant c'est ce bloc qui va créer le DU. Mais il y a une règle, c'est que le DU est créé toutes les 24 heures. Donc, quand ça fait 24 heures qu'on n'a pas créé de dividende universel, n'importe qui, celui qui écrit le prochain bloc, peut écrire c'est à ce bloc-là on crée le DU. Et ce bloc est propagé et tout le monde se retrouve sur son compte avec un DU en plus. Ouais, tu peux peut-être montrer sur Sakia. Voilà, là c'est Sakia, c'est l'autre client en fait. Il y a 2 clients différents. Vous voyez, si Cesium est plus user-friendly, il est plus joli. Et il a une interface web, donc on n'est pas, on peut y accéder depuis différents ordinateurs. Depuis un téléphone même. Sur un téléphone, vous allez sur ce téléphone. Ça, alors, est-ce qu'on voit là le dividende universel que tu as créé? Non, il faudrait que tu l'affiches. Si, voilà. Pour mettre en idée. Voilà, celui-là c'est mon dernier dividende. Oui, alors là on voit que le 17, César a créé un dividende universel. Le 16, il en a créé un aussi. Le 15 ils aussi. ont perdu un peu en valeur. Mais t'as fait comment pour créer? C'est ça que je comprends. Alors il fait rien en fait. Il suffit d'être membre. Du moment que vous êtes membre, vous créez votre dividende tous les jours sans rien faire. Voilà, donc tous les jours il y a un dividende. C'est ça. Il n'y a pas besoin. Et pourquoi il a perdu un peu de sa valeur? Parce que. Alors il n'a pas perdu de sa valeur. Mais le dividende universel croît de 10% par an. Donc là, les unités sont exprimées en relative. Tu peux passer en quantitatif pour montrer. En fait, ici, là, on peut voir l'unité en laquelle la monnaie est exprimée. Ici, on parle en quantité de dividendes universels, mais du dernier dividende d'aujourd'hui. Voilà. Donc le dividende d'hier, par rapport à celui d'aujourd'hui, il est un peu plus faible. Alors à noter aussi que là, on est sur une monnaie de test. Et là, c'est en quantitatif. Cette monnaie-là, elle va 100 fois plus vite qu'une monnaie normale. C'est-à-dire que Gtest serait une vraie monnaie pour des gens qui ont une espérance de vie de 9 mois. À peu près. Pourquoi on a choisi ça? Parce que le risque, c'est qu'elle prenne de la valeur et ça devienne une vraie monnaie, alors qu'elle est faite pour le test. C'est la seule différence entre une monnaie test et une vraie monnaie. Donc là, ça croît 100 fois plus vite.
En réalité, dans la vraie monnaie, Gélibre 1, du jour au lendemain, votre DU, il vaudra toujours 1. Vous ne verrez pas la différence, même sur 10 jours, vous ne verrez pas la différence. Elle existe, mais la différence, elle va être de 0,026, quelque chose comme ça. Donc vous n'allez quasiment pas la voir, en fait. Du coup, vous pourrez compter en DU pour des courts termes. Par contre, pour des années, effectivement, après ça Et décroît. c'est quand même intéressant de la voir décroître de jour en jour, parce que ça veut dire que si elle a perdu de sa valeur, tu as répondu, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont été créés. Ça veut dire que s'il ne fait rien, s'il n'en crée pas, pendant 3 mois, qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est son DU qui va descendre ou c'est le DU? Alors, ni l'un ni l'autre. C'est ça. Si tu es membre, tu crées ton DU, sans rien faire, juste parce que tu es membre. Okay. Si tu n'es pas membre, tu ne le crées pas. Membre. Donc si tu n'es pas membre... Et vivante. Oui, et vivant en plus. Si tu n'es pas membre et que tu ne fais aucun échange, ton solde va naturellement diminuer en 40 ans, et en 40 ans tu vas arriver à 0. Mais il faut que tu passes 40 ans sans échanger et sans redemander à être membre. Sachant que tout humain vivant a le droit à être membre sous condition de se faire certifier par ses pairs. Tu vas demander à être membre. Une fois membre, tu dois te renouveler tous les ans par un simple clic. Et les gens qui se certifient, ils doivent renouveler leur certification tous les 2 ans. Tous les 2 ans, ils doivent confirmer qu'ils te reconnaissent toujours, que tu n'es pas mort, et qu'ils te font toujours confiance, surtout. La confiance, vous faites confiance à quelqu'un pour 2 ans, vous ne lui faites pas confiance pour ad vitam aeternam. Et vous renouvelez votre confiance tous les 2 ans. Et en fait, si vous ne faites rien, on voit l'attraction, on l'a vu dans un autre graphe, l'attraction à la moyenne. Si vous ne faites aucun échange, vous allez croître vers la moyenne, et une fois à la masse monétaire moyenne, vous allez y rester. Mais la masse monétaire moyenne, c'est un peu le pouvoir d'achat moyen par individu. On a vu que pour l'euro, c'est 70 000 € par individu. Moi, ça me va très bien de croître naturellement à 70 000 €. Personnellement, et ça me va très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Juste une question, mais que tu réponds quand tu veux, parce que c'est pour pas couper, c'est pourquoi les haches de jade, c'est inflationniste? Tout simplement parce que n'importe qui peut la créer. Du moment que tu as une valeur de référence que n'importe qui peut créer, si certains créent cette valeur de référence et pas les autres, pour ceux qui ne la créaient pas, c'est inflationniste. C'est ça l'inflation. Si tout le monde crée la valeur, ici le dividende universel, comment le créent tous? Celui qui n'en crée pas, il considérera que c'est de l'inflation. Mais nous qui sommes membres et qui en créons tous, pour nous, ce n'est pas de l'inflation puisqu'on le crée tous. Donc, ce qu'on appelle inflation, c'est le contraste entre des gens qui vont créer des unités monétaires et toi qui n'en crées pas, et du fait que du coup la masse en circulation va augmenter alors que toi tu as toujours la même quantité. C'est ça l'inflation. Et donc si tu es basé sur... Oui, en plus c'est pas seulement créé, mais si tu es basé sur une valeur de référence qui est facile à produire, mais que tout le monde va produire, tout le monde va produire des H-en-jade, eh bien il va y avoir beaucoup d'inflation puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont produire des H-en-jade, tout simplement. On va prendre la question suivante là, puis après il y a vous. Au niveau de l'écriture de la blockchain, comme c'est pas rémunéré, c'est basé sur le volontariat de chacun d'écrire. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, mais c'est n'importe qui peut le mettre en place, un système de dons. On a appelé ça rémunitaire. C'est-à-dire il y a un compte qui s'appelle rémunitaire, c'est un compte robot. Parce qu'on peut créer des comptes non membres qui sont robots et qui font les tâches automatiquement. C'est un compte non membre, puis il ne crée pas de DU. Mais si vous donnez de la monnaie à rémunitaire, lui il va la redistribuer à tous ceux qui calculent des blocs. C'est un système de dons un peu comme LiberaPay pour ceux qui connaissent. Donc vous, en tant que membre, si vous ne voulez pas calculer des blocs parce que c'est trop compliqué, vous avez un ordinateur puis ça ne marche pas, ou que vous n'avez pas d'ordinateur personnel tout simplement, mais que vous voulez quand même, avec votre conscience, participer à la monnaie, vous pouvez faire des dons à rémunitaire. Et du coup, c'est comme si vous faites des dons à ceux qui, eux, tournent un nœud pour porter la monnaie. Mais c'est un don libre. Il n'y a pas de course au calcul, parce que si demain vous arrêtez de donner, ils ne reçoivent plus de dons. Et puis c'est des sommes, c'est symbolique, quoi. Pour l'instant, c'est symbolique dans la monnaie de test. Après, plus tard, est-ce que les gens donneront beaucoup, donneront peu ou donneront pas du tout? Ça, les humains sont libres de donner ce qu'ils veulent à qui ils veulent. Il y a Gabriel et après... Deux questions très bêtes. Je pense que c'est pas des vrais problèmes, et je pense que c'est parce que aussi j'ai pas encore très bien compris le business. C'est première question, s'il y a une inflation entre guillemets, le pain que je paye aujourd'hui par exemple 3 €, dans 3 ans est-ce que je vais payer 300 €? Est-ce que du coup dans 30 ans je vais devoir le payer 30 000 € ou des sommes qui ne sont pas très bien compréhensibles? En fait,
Si ça ne soit pas compréhensible parce que tu réfléchis en quantitatif. C'est pour ça que dans une monnaie libre, on ne va pas réfléchir en quantitatif. On va réfléchir en relatif. Parce que se dire, ah oui, j'ai 3 milliards de G-Libre-One et il faut que j'en donne 3 millions pour la c'est pas pratique. C'est plus pratique de se dire, bon, ben, j'ai 5 DU G-Libre-One et ma baguette c'est 5 milli-DU, c'est-à-dire, je sais pas, ou 5 centi-DU même si tu veux. Bon, ben, je donne 5 centièmes de DU pour ma baguette. C'est des unités beaucoup plus humaines. C'est pour ça qu'on comptera sans doute tous probablement en relatif. Je dis probablement parce qu'il y a d'autres référentiels aussi. Vous pouvez compter en pourcentage de la masse monétaire moyenne. Voilà, chaque humain après sera libre de comptabiliser dans son référentiel. L'essentiel dans un échange, c'est de se mettre d'accord sur un référentiel connu. Et du coup, deuxième petite question assez conne, mais j'aime bien ça, les questions connes. C'est par exemple le gars asocial qui va. Comment il va faire pour rentrer dans. Alors, tu peux être particulièrement sauvage, juste venir une fois te faire certifier par 5 personnes à une soirée, et puis après rester pendant 2 ans dans cette caverne. Je veux dire. Taverne Dans ta caverne. Chacun fait ce qu'il veut. Après, si tu utilises la monnaie et que tu fais des échanges, c'est bien de faire des échanges avec les participants, avec les membres de cette monnaie. Donc, même si au final c'est que pour acheter du pain chez les boulangers, à l'épicerie, machin, ces gens-là, tu vas les connaître un petit peu. Et ces gens-là refait le système. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que ceux qui te certifient, ça ne veut pas dire que c'est tes potes. Dire je certifie cette personne, ça ne veut pas dire ah c'est mon ami. Non, ça veut dire juste je reconnais qu'elle existe, qu'elle est unique, qu'elle veut prendre part d'une monnaie libre et que je la connais. C'est tout. À quoi ça remet en question compris? Oui, ta question. Non, mais moi je suis. En quoi ça remet en question la propriété? Je me sens étranger à cette conférence parce que je me trouve. Moi je suis. Je sais pas, je me sens. Dénaturé. Pose ta question, je vais essayer d'y répondre. Je me sens dénaturé. Je me sens déshumanisé. Je trouve que, je sais pas, c'est très artificiel et c'est très tribal. Je trouve que ça correspond à notre société, c'est-à-dire qu'on a abandonné les problématiques les plus essentielles de l'humanité, et là on est en train de réfléchir sur un système, bon, certes équitable, pourquoi pas, mais ça remet rien du tout en question ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire la destruction écologique de la Terre, le problème de la propriété, le problème de la valeur aussi. Pourquoi un pain vaut 1 euro? Pourquoi un pain ne vaudrait pas 5 euros? Il y a plein de questions que tu n'as pas du tout abordées. Exactement. On a l'impression que tu es déjà une machine. Excuse-moi. Attends, moi c'est ça que ça me fait passer. S'il te plaît, finir, je vais répondre. Je comprends tes interrogations, elles sont légitimes. J'ai voulu faire court, donc je n'ai pas développé toutes les théories économiques, mais je vais en parler là. Ici, on parle d'un outil de mesure entre les hommes pour faire leurs échanges. Après, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des catastrophes écologiques? C'est la monnaie dette, à croissance illimitée et surtout à création asymétrique. Si la cause première de notre asservissement aux banques, aujourd'hui, avec la monnaie dette, on l'a vu avec l'intelligence collective pyramidale, on a une concentration de monnaie et de pouvoir. Nous sommes asservis aux banques et aux riches. Et c'est eux qui décident ce qui est valeur et ce qui n'est pas valeur. On est asservis pourquoi? Parce qu'on a été conditionné par l'éducation également. Non, on est asservis d'abord parce que nous utilisons leur monnaie. Non, c'est l'éducation d'abord qui nous a conditionnés à obéir. Aussi. Et c'est après. L'éducation a utilisé leur monnaie. Oui, mais c'est après qu'on utilise un système. Ce n'est pas avant. C'est pas ça, justement. Moi, je trouve que c'est plus compliqué que ça. C'est le psychisme de l'obéissance qui amène à utiliser un système d'obéissance. Bien sûr, mais regarde, le psychisme, c'est ce qui fait que des humains vont choisir d'utiliser une monnaie libre. C'est parce qu'ils ont fait une première remise en question déjà. Donc ce que tu dis, c'est en lien. Oui, mais en passant à un système machine, pas en pensant globalement. Parce que là on ne pense pas globalement. C'est ça. Alors, moi, je suis pas d'accord. Le but d'une monnaie libre, c'est pas de résoudre tous les problèmes de la société. C'est de résoudre un problème, qui est le problème de notre inégalité face à la création monétaire, qui en soi est injuste. Donc nous on est là, on dit il y a ce problème-là, nous on règle ce problème-là. Après je suis d'accord, dans le monde il y a plein d'autres problèmes. On n'est pas là en train de dire oui on va résoudre tout, non.
on va résoudre un problème. Mais si les problèmes sont interdépendants entre eux, comme tu viens de le dire à la présentation des différences intelligentes. Faire doucement, s'il te plaît. Ouais, un peu parce plus que, doucement. voilà, il n'y a pas de raison de lui sauter dessus. Loïs, je peux Oui, vas-y. apporter une réponse. S'il participe au juge economicus, il pourra se rendre compte des impacts de fonctionnement d'une monnaie dette et d'une monnaie libre, juste par expérience en faisant ce jeu. Tu vas te rendre compte des implications réelles de ce qu'est une monnaie libre. Sans réfléchir sur la valeur. Dans le changement comportemental, tu vas t'apercevoir que quand tu joues en monnaie dette, les gens ont un certain comportement assez rapace, chacun veut sauver sa peau, et quand on joue la partie en monnaie libre, on s'aperçoit que ce DU qui tombe nous rend un peu plus cool, et on a un changement d'attitude automatique. Et tous les participants notent ce changement de comportement. Je ne suis pas en train de dire que c'est négatif totalement, mais je dis que si on oublie d'autres éléments extrêmement importants, cette monnaie n'ira pas très loin. Alors, tu as le droit de penser ça. Ça. Nous, écoute, une monnaie libre, il y a une chose importante. Je ne vais pas parler des 4 libertés économiques, mais Stéphane Laborde a défini 4 libertés économiques. Chacun est libre de choisir son système monétaire. Une monnaie libre, elle est librement choisie par les humains qui la choisissent. Tu peux ne pas choisir une monnaie libre, penser que ça ne marchera pas, nous observer. Moi, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Moi, je dis, j'ai envie de vivre dans une économie libre, basée donc sur une monnaie libre. Donc, je participe à la co-création de cette monnaie. Toi, tu te dis, ça va pas marcher. Peut-être. J'ai déjà moyen de le savoir, c'est si on présente et si on ne se contente que de ça. Voilà, c'est ça que je dis. Qui c'est qui dit que c'est content? Moi, ce que je vois en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, c'est que tout est interconnecté, tout est interdépendant. Je pense que la monnaie dette est responsable de beaucoup plus de choses que tu ne le crois. Et notamment de nos comportements, comme venait de le dire monsieur, mais aussi de la catastrophe écologique et du fait qu'on va détruire toutes les ressources, mais aussi de notre asservissement, aussi de la notion de sacro-saint travail, comme quoi il faut travailler sinon t'es rien, tu n'existes pas, qui elle aussi est remise en cause par le dividende universel. Parce qu'il y a une question qui n'a pas été posée là, mais qui a déjà été posée dans une autre conférence sur la monnaie libre. Il y a un type qui a demandé, une question que je trouve très pertinente, mais alors le jour où cette monnaie elle sera en place, est-ce que le dividende universel ça me suffira pour vivre? La réponse est que ça dépend des humains, de la communauté d'humains qui font vivre cette monnaie. Imagine 2 îles, complètement séparées, qui fonctionnent avec la même monnaie libre, le même dividende universel. Tu as une île, les humains ils décident de travailler dur, de produire beaucoup de valeur économique. Et tu as une autre île, ils décident de rien faire, juste de cueillir les fruits qu'ils trouvent. Bon. Ils vont créer le même DU. Tu penses bien que dans l'île où tout le monde travaille, en fait c'est une question de moyenne. Ton DU, il va suffire en fonction de l'activité moyenne des humains. Mais le capitalisme, il n'est pas basé là-dessus. Mais justement, le capitalisme est une conséquence de la monnaie dette. Oui, d'accord, mais fait. C'est une conséquence du fait que des humains privilégiés peuvent créer de la monnaie et t'imposer cette monnaie. Et en plus, c'est-à-dire que tu vas devoir leur la rendre avec des intérêts. Et donc le pouvoir, c'est uniquement lié, le pouvoir pour vous est lié uniquement à la monnaie. Le pouvoir de Oui. Le pouvoir pour moi, pour moi, le pouvoir aujourd'hui, le premier vecteur de pouvoir, c'est d'abord la monnaie, à 90%. Il y a une question. 90%. Je crois qu'en fait, oui, vous parlez pas exactement de la même chose. C'est le vaudou, mais c'est marginal. Ce que tu nous présentes, c'est une manière de faire l'économie différente. Donc on est dans un système économique et donc avec des monnaies et de la valeur. Alors que j'ai l'impression que toi tu remets en question ça et donc peut-être, enfin j'ai pas la réponse, effectivement il faudrait peut-être remettre ça en question. Mais là on est dans un paradigme où on considère déjà qu'on considère les échanges de valeur et donc par le biais de monnaie, ici de monnaie libre. Donc c'est pas sur le même plan, je pense, les critiques qui sont évidemment. Il y a une question là, puis après je réagirai à ça. Ah, ok. Alors, moi, je vais te poser une question. Mettons que ça marche, donc monnaie libre, c'est parti. Donc, quelqu'un vient d'avoir 18 ans, il part chez ses parents. Comment ça se passe? Est-ce qu'il peut s'acheter une maison? Est-ce qu'il a payé un loyer à qui? Enfin, comment ça se fait à peu près gérer dans ce cas pratique-là par rapport à cette monnaie-là? Comment ça pourrait se faire? Alors, comme toute monnaie, si vous voulez acheter une maison en monnaie libre, il faut d'abord que quelqu'un vende des maisons en monnaie libre.
C'est pour ça que Stéphane Laborde il dit qu'il faudra au moins 20 ans pour qu'il y ait un poids dans l'économie. Il faut le temps que ça se diffuse, que ça se propage. Ça ne va pas remplacer la monnaie dette du jour au lendemain. Et d'ailleurs, ça ne la remplacera que pour les humains qui choisissent de l'utiliser. Peut-être qu'on aura un schisme. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on envisage tous une seule société, mais peut-être qu'il y aura plusieurs sociétés différentes qui vont émerger, où certains utiliseront une monnaie libre et se vendront leur maison en monnaie libre, d'autres utiliseront une monnaie dette et se vendront leur maison en monnaie dette. Alors, tu peux très bien avoir des organismes qui te prêtent de l'argent existant. Il n'y a pas de problème. En monnaie libre, tu peux faire ça. Tu ne peux pas créer par le crédit, c'est vrai. Mais tu peux créer des organismes qui te prêtent de l'argent existant. Et il faut aussi comprendre que le prix d'une maison, tu la vends à un prix où tu peux la vendre. Elle dépend du pouvoir, c'est la loi de l'offre et de la demande, elle dépend du pouvoir d'achat moyen. Donc, si j'arrive et que je vends ma maison à un prix où aucun jeune ne peut l'acheter, je vais la vendre qu'à des vieux. Mais les vieux ont déjà tous une maison, je vais la vendre à personne. Donc il y a un moment, si je veux continuer à vendre, je vais baisser mes prix. Et c'est comme ça que le marché est censé se réguler naturellement, sauf que dans un système monnaie dette, il ne se régule pas naturellement, puisque c'est toujours les mêmes qui créent de la monnaie. Après, c'est une réflexion intéressante. Nous, on vient apporter un outil, il ne va pas tout régler. Si tu as des idées, elles sont bienvenues. Ça rejoint tout à l'heure, la propriété, est-ce que c'est nécessaire acheter une maison? On peut tout à fait remettre en cause la propriété ou pas. C'est pas le sujet de la monnaie libre. Ah oui. Mais on peut. Alors, si on ne remet pas la question de la propriété, ou c'est comme moi. Mais c'est la folie. S'il te plaît, tu vas où tu veux. Ah, ça n'empêche pas de travailler. Moi, je pense que. C'est la base du marxisme. C'est la base de la philosophie politique. Alors, je ne suis pas marxiste personnellement, j'ai lu un peu et je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais qu'importe, les humains sont libres. Si tu veux, avec tes pairs, vivre selon une manière qui correspond à la philosophie marxiste, tu peux le faire. Et si moi je vivre avec ceux qui le souhaitent. Mais tu es libertarien alors, tu es libertarien alors. Et les tiroirs là. Si tu veux me coller cette étiquettes. Oui, Mathieu. Une question, justement, bon, pour les gens qui n'opèrent pas de dissonance cognitive comme monsieur, qui comprennent que c'est une très bonne idée, là tu as dit, nous sommes plusieurs à dire, bon, ce serait dans 20 ans, au fur et à mesure qu'on l'utilise, que le changement de paradigme serait vraiment perceptible, sous quelle forme on ne pourra pas le dire, mais bon, cette histoire de 20 ans, est-ce que tu ne penses pas que si les référents aujourd'hui vivants, hein, on ne parle pas de Marx et Proudhon, mais de Pierre Rabhi, Patrick Viveret, François Morin, avant qu'il meure, ces gens-là, c'est quinquagénaire, en plus, est-ce que tu ne penses pas que si ces gens-là, qui servent de référents, je sais, à beaucoup de gens ici, si ces gens-là comprenaient ta conférence, est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait aller beaucoup plus que 20 années? Et puis, beaucoup plus, plus vite, hein. Et notamment donc, ces gens-là, et puis aussi les médias. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait raccourcir ce délai de bouche à oreille, on va dire, par exemple, voilà, par la communication, par l'éducation populaire à grande échelle, notamment au sein aussi des monnaies locales complémentaires qui naissent un peu partout et qui ont un effet finalement, enfin moi je vois pas, de frein à l'éveil des consciences. Alors, c'est tout à fait possible. De toute façon, si toi tu connais des gens connus et tu veux leur parler des monnaies libres, tu peux le faire. Ça avancera au rythme que ça avancera, ça dépend des hommes. Je parlais tout à l'heure d'intelligence collective, pyramidale ou holomidale. Il y a une différence énorme. En intelligence collective pyramidale, on a tendance à penser que si j'ai une idée, il faut que j'impose aux autres de la suivre. En intelligence collective holomidale, chacun suit sa propre voie. Et si on ne suit pas tous la même voie, c'est pas grave. On peut tous avoir une idée différente, si vous avez une idée différente, il émergera s'il émergera. Il peut même y avoir des chiffres, mais plusieurs sociétés qui ont des règles différentes, mais qui échangent quand même entre elles. Je pense que ce serait plus profitable qu'une mondialisation avec une pensée unique où on nous dit il faut tous qu'on fasse ça, c'est ça la bonne solution. Non. La monnaie libre, elle ne s'impose pas. Certains la choisiront, d'autres ne la choisiront pas, et c'est tout. Aujourd'hui, si tu es en prison, tu veux être libre, tu ne vas pas demander au gardien l'autorisation, tu vas t'évader, point. Mais si d'autres ils veulent rester en prison, tu ne vas pas leur dire tu dois t'évader avec moi. Ils choisissent. Et c'est pareil dans notre société. Notre asservissement, c'est vrai qu'il est lié à notre éducation, comme disait monsieur. Mais au départ, j'ai commencé la conférence en disant la liberté ne se demande pas, elle se prend.
Si vous voulez être libre, c'est à vous d'arrêter d'être victime, d'arrêter de dire c'est la faute à machin, c'est la faute des autres, c'est la faute à la société, et de vous prendre en main et de créer ce qu'il vous faut pour être libre. Ça, c'est les années 80. Dans les années 80, on avait dit ça. On avait commencé à dire ça. C'est votre faute parce que la crise, c'est votre faute parce que vous ne prenez pas en main. Ça, c'est le discours qui a commencé dans le libéralisme des années 80. Je me souviens de ça. Oui, c'est ton point de vue. Chacun son choix. Les années 60, non. Peut-être on va faire tourner parce qu'il y a d'autres questions. La question, c'est. Ça fait passer la phrase la liberté de se. Demande pas. Se demande pas de se prendre. C'est le pouvoir aussi ne se donne pas, le pouvoir se prend. C'est-à-dire, les gens, quand on vote pour des gens, en fait, ils nous le prennent. On leur donne, mais. On devrait mieux leur prêter. Le pouvoir ne se reçoit pas, du coup il se prend. Ça, c'est la version gauchiste. Pour ramener à la Monsieur aime bien les étiquettes. Peut-être si je vous propose pour ceux qui sont intéressés et qui veulent rester, de poursuivre les échanges autour du sujet de ce soir, qui est la monnaie, et ceux qui veulent partir. Sinon, il y a le jauge économique. Ah oui, je rappelle, il y a un jauge économicus dimanche qui est gratuit, ouvert à tous, de 9h30 à 18h, il y a encore un peu de place. Donc ça va se passer au 66 cours Gambetta à Plan-Cabane, au 33 Plan-Cabane. Combien de places, combien de minimum? On peut accueillir jusqu'à 25 personnes, donc venez, et puis s'il y a trop de monde, on se débrouillera parce qu'on a un ou deux animateurs en plus, là, donc même si on est plus de 25. Peut-être une dernière question. Il faut venir toute la journée ou pas? Oui, c'est de 9h30 à 18h, c'est mieux d'être là toute la journée. Minimum 20 minimum. Bon, bien, je vous remercie de votre attention.